heures dans une véritable guerre électronique. Patrick Expert. En fait, la guerre électronique n'a pas commencé la nuit dernière. Depuis des semaines, les avions américains en volant à proximité de la frontière irakienne ont obligé l'armée de Saddam Hussein à déclencher les fréquences d'urgence de leurs radars. Fréquences en principe secrètes, mais que les satellites d'espionnage américains et l'Inde ont ainsi pu enregistrer. Dans la journée d'hier, les navires de l'US Navy ont commencé par brouiller les réseaux de détection et de communication de l'Irak en émettant de façon massive sur les fréquences utilisées. Dans la soirée, les AWACS et les RC-135 ont à leur tour pris l'air pour compléter le dispositif de contre-mesure électronique. Ainsi, en quelques minutes seulement, le quartier général de Bagdad s'est trouvé totalement aveuglé. Par ailleurs, grâce à des photographies comme celle-ci, extrêmement précises, réalisées par leurs satellites espions, les Américains connaissaient la position des objectifs stratégiques à 1 mètre près. Fort de ces renseignements, ils les ont injectés dans les calculateurs de vol de plusieurs centaines de cruise missiles. Des engins largués à partir des stratoforteresses B-52, mais aussi depuis des navires. En volant sur 500 km en rase mode, ces missiles de croisière ont atteint leurs objectifs avec une précision hallucinante, moins de 10 mètres d'erreur. Dans le même temps, les F-117, avions invisibles pour les radars irakiens, sont passés à l'attaque. Derrière eux, c'était le tour des F-15 et des fantômes américains, britanniques, saoudiens et koweïtiens, des avions équipés pour le combat nocturne. L'ensemble de ces escadrilles étant également armés de missiles Fight and Forget, tir et oubli. À une dizaine de kilomètres, et une fois la cible éclairée par un faisceau laser, le pilote peut changer sa trajectoire en laissant le missile détruire seul la cible. Nous retrouvons tout de suite notre spécialiste de la stratégie, le général Pessidou, qui se trouve aux côtés de François Cornet. Alors, première question, bien sûr, est-ce que les Américains, on ne peut pas dire bien sûr qu'ils ont gagné, mais est-ce qu'ils ont déjà remporté une première manche? Sans doute, mais gardons-nous de trop d'optimisme. Probablement, tous les avions irakiens n'ont pas été détruits. Certains étaient toujours dans leur hangar, d'autres n'ont probablement pas pu décoller. Il en va de même pour les missiles. Cependant, comme vous l'avez dit, grâce aux contre-mesures électroniques, à la précision des armes combinées entre celles des avions et des missiles de croisière, la première manche est sans aucun doute à l'avantage des forces alliées. Général Pessidou, la faiblesse de l'armée irakienne vous surprend? Je ne sais pas si on peut parler de faiblesse. Disons plutôt d'une réaction qui n'est pas pour l'instant tout à fait celle qui était attendue. Est-ce que ces bombardements vont se poursuivre toute la journée et la nuit prochaine? C'est-à-dire, est-ce qu'on va continuer ce pilonnage massif en Irak et au Koweït? Je pense qu'on n'en est pas encore à la fin de l'offensive aérienne. Elle devrait se poursuivre et descendre vers le sud, vers la zone de front, car il faudra bien commencer à traiter les forces terrestres, à les pilonner, avant que nos propres forces terrestres puissent intervenir avec le maximum d'efficacité et le minimum de pertes. Nous vous retrouvons dans un instant, Général, et François Cornet, nous vous retrouvons. Mais la suite maintenant avec l'Irak qui aurait tout de même lancé quelques missiles vers l'Arabie Saoudite. En tout cas, l'alerte a été vécue dans l'inquiétude, surtout dans les villes les plus proches du front, notamment la grande ville saoudienne de Daran. Nous y retrouvons nos envoyés spéciaux, Marcel Tria, Jean-Jacques Le Garec. Nous ne savions pas encore que nous assistions au dernier briefing avant l'heure H. Il était presque 10 heures du soir, 20 heures, heure de Paris. L'officier était insipide et se gardait bien de laisser filtrer la moindre information. L'information que nous appréhendions, c'est de notre rédaction parisienne qu'elle nous est parvenue. Il était minuit environ, le tuyau était bon. Sur les bases dispersées dans le Golfe, les Fantômes, les F-15, les F-16, les B-52 américains, mais aussi les Tornados britanniques et les Jaguars français se préparaient déjà à bondir. Et puis, plus de 3 heures d'incertitude et d'informations contradictoires avant la confirmation irréfutable. Il est 3h35, c'est la première alerte sur Daran. Appelé par les haut-parleurs de la défense passive, le personnel et les clients de l'hôtel Daran qui héberge le centre de presse se réfugient presque en bon ordre dans les abris aménagés dans les sous-sols. C'est à peine si quelques retardataires se laissent aller à quelques instants de panique. Et si, sur certains visages, on peut lire l'angoisse de tous. Les préposés à la surveillance des abris nous imposent le port des masques et tentent de nous empêcher de continuer à faire notre métier.
peine perdue. Dans les rues de la ville, au lever du jour, Daran ne se ressemble plus. Surgit de nulle part sur la plateforme d'une camionnette de l'armée américaine une poignée de soldats épuisés. Sur les trottoirs, quelques passants incertains. Presque tous ont leur masque à gaz en bandoulière. À tous les coins de rue, les patrouilles de police, plus vigilantes que jamais, qui nous obligent à voler furtivement chacune de nos images. 10 heures du matin, la vie reprend timidement après une nuit sans sommeil. Moi, ce que je vois quant au résultat, c'est que nous sommes piégés. Nous avons quitté notre pays pour travailler ici. Jusqu'à hier, nous ne savions pas quoi faire. Nous n'avions même pas de masque à gaz. Avec notre compagnie, jusqu'à présent, ils n'ont pris aucune précaution en ce qui nous concerne. Ils ne nous ont même pas enseigné comment porter les masques. C'est seulement en regardant la télé qu'on sait un peu ce qu'on doit faire. Un seul espoir pour eux, que les attaques de missiles chargés de gaz de combat ne puissent jamais parvenir jusqu'ici.